Ces hommes et ces femmes ont des souvenirs qui sont attachés par des formes diverses et variées à cette sucrerie. Ils ont une histoire. La tradition veut que l'industrie sucrière naisse en France, sous le Premier Empire, de la volonté de Napoléon Ier de ruiner l'Angleterre et son commerce colonial. La première sucrerie dans l'Oise est créée en 1828 à Ville-Sèvres par l'Arcanger. En 1829, 4 autres: Villeneuve-sur-Verberie, Appilly, le Mesnil-Saint-Firmin et Francières. C'est en avril 1829 qu'est fondée la société en nom collectif Thirial, Bertin et compagnie. En 1830, Francières commence sa production. C'est en avril 1833 que Crespel rachète la fabrique et le matériel. En 1857, Crespel est ruiné par la hausse du taux de l'escompte et la chute du prix du sucre. En 1864, Napoléon III fait voter par le corps législatif une pension viagère de 6 000 francs pour Crespel à titre de récompense nationale. Celui qui est considéré comme le fondateur de l'industrie sucrière en France meurt du choléra peu de temps après, le 20 novembre 1865. En décembre 1884, Denis Marin-Bachou crée une société anonyme dénommée Sucrerie et Distillerie de Francières. Le changement d'actionnaire en 1884 s'accompagne d'un changement de directeur, M. Prudent Druel. La politique de modernisation, freinée quelquefois par le conseil d'administration, lui permet l'augmentation de la production et la diminution des coûts, en particulier celui de l'énergie. La sucrerie a besoin de terre et de betteraves, mais elle a aussi besoin de main-d'œuvre. Druel, étant partisan d'une certaine rigueur, il proclame sa volonté de déraciner les abus et le 27 janvier 1891, pour faciliter la discipline dans l'usine, il propose de supprimer l'auberge, située en face, en achetant l'immeuble. C'est chose faite en septembre 1891. De gros efforts sont réalisés au début du siècle pour remplacer les logements tout à fait misérables. C'est aussi au tournant du siècle qu'une forme de paternalisme s'instaure. La mort de Druel, début 1906, clôt une période que l'on pourrait appeler celle de la consolidation. Prudent Druel a trop marqué de son empreinte Francières pour que son successeur tire du jour au lendemain un trait sur son action. Toutefois, jusqu'en 1914, Gaston Benoît va progressivement et avec beaucoup de prudence imposer son style. Mais c'est principalement par le paternalisme que Gaston Benoît marque son action. En mai 1907, le nombre des enfants du personnel s'élève à 22 et que ces enfants doivent parcourir 3 km pour aller à l'école de Francières. Il propose d'ouvrir une école dans l'usine. En juillet 1907, l'inspection académique donne son accord. C'est à la même époque que la chapelle est ouverte sur le site. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Mobilisé, Gaston Benoît est fait prisonnier le 2 septembre 1914. À la tête de la société, Madame Benoît remplace son mari. La guerre terminée, l'heure des bilans sonne. Deux facteurs expliquent la croissance que connaît la société entre les deux guerres. La façon dont elle sort de la guerre et l'inflation inconnue avant la guerre. L'inflation est alors un phénomène dont on ne mesure pas tous les effets positifs ou négatifs, mais qui laisse croire un enrichissement durable. En 1930, l'arrivée à la direction d'un homme jeune et dynamique, Jean Valette, apporte au bon moment du sang nouveau. En 1936, la société est aussi confrontée à l'évolution politique nationale qu'elle vit particulièrement mal pour diverses raisons. En fait, il n'y a pas eu de grève en 1936 et 1937 à Francières. Les mesures du Front populaire, la loi sur les 40 heures en l'occurrence, ont entraîné la création d'un troisième poste. La campagne 1939-1940 marque une année record dans l'histoire de la sucrerie. 55 510 tonnes de betteraves sont traitées. Mais à nouveau le ciel s'assombrit. La guerre éclate
en septembre 1939. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent le territoire français. La société va vivre la période de l'occupation au rythme des privations, des difficultés de ravitaillement et la réorganisation de la main-d'œuvre. Comme dans le reste du pays, la libération est vécue avec ferveur. Une nouvelle page s'ouvre sur notre histoire, à Francières aussi. Gaston Benoît meurt en juillet 1947. La mort frappe en décembre 1951 Jean Valette. Ces deux décès ouvrent pour la société une période d'incertitude qui lui sera fatale. Madame Benoît reprend la direction de la société. Au milieu des années 50, la betterave est concurrencée par le maïs. Les agriculteurs sont encouragés de diverses façons à se lancer dans cette nouvelle culture. De plus, l'agriculture et l'industrie sucrière connaissent une mutation qui porte un coup sévère aux fabriques les plus petites, les plus fragiles, celles qui sont restées familiales. Francières est bientôt menacée. À l'entrée de la sucrerie, il y avait la réception, comprenant 2 bascules côte à côte. L'une pour le pesage des betteraves décolletées, l'autre pour le pesage des tombereaux ou des camions vides. Le basculeur et un aide se tenaient dans le local. En prélevant sur chaque livraison un certain volume de betteraves que l'on déposait dans une manne, on faisait aussi la tare de terre et de cailloux charriés avec les betteraves. Dans un local proche de la bascule, 3 dames les grattaient et pesaient le volume de déchets. Stockées dans les caniveaux, les betteraves étaient entraînées vers l'atelier de lavage à l'aide de mitrailleuses. Râpées par les couteaux très aiguisés des coupes racines, les betteraves étaient découpées en fines lanières, les cossettes, en forme de V, appelée fêtière. La diffusion se faisait dans une batterie d'environ 20 vases verticaux qui fonctionnaient simultanément 10 par 10. Chaque vase contenait 2000 à 2500 kg de cossettes de betteraves râpées. Arrêtons-nous quelques instants sur le fonctionnement du four à chaud qui permettait la production de lait de chaux et de CO2. Ce four à chaud a fonctionné jusqu'à la fin des années 40. On utilisait les pierres blanches, la pierre à chaud des carrières de Gournay-sur-Aronde. Un escalier à l'extérieur du four montait jusqu'en haut. Et là, tout en haut, se tenait le chef de four. Le four à chaud produisait aussi le CO2, récupéré au moment de la cuisson des pierres. Pour mieux comprendre les différentes étapes de l'épuration du jus de betterave, rappelons les principes de base des opérations qui vont se répéter à plusieurs reprises. Les impuretés sont éliminées par le chaulage, effectué par un apport de lait de chaux. Puis ce mélange est carbonaté par barbotage avec du gaz carbonique CO2. Les impuretés, ainsi précipitées sous forme de carbonate de chaux, sont retenues sur les filtres presse. C'est la filtration. Le jus poursuit sa route à travers l'usine pour arriver dans les 3 immenses cuves d'évaporation dans lesquelles la vapeur circulait. Le but de cette opération était de transformer le jus en sirop. Vient ensuite la cuite, qui se faisait dans de grosses chaudières à cristalliser. Ça, c'était un vrai métier, un poste capital dans la sucrerie, parce que le sucre était vendu à la blancheur et à la grosseur,
comme à l'égalité des grains. Après le turbinage, le sucre humide était entraîné sur un transporteur vibrant vers un sécheur refroidisseur à air et ensuite vers des trémies de stockage coniques situés au magasin à sucre pour être mis en sac de 100 kg. La sucrerie avait un embranchement SNCF qui la reliait au réseau national vers les années 30. La mémoire se nourrit des souvenirs qui nous ont été transmis par les récits des générations précédentes et par les événements que nous avons vécus tout au long de notre vie. La sucrerie-distillerie de Francières fonctionnait presque en autarcie. Une de ses spécialités était que tous les corps de métier étaient représentés. Le cadre de vie à l'usine était plus plaisant qu'on ne se l'imagine aujourd'hui. La route nationale, en face de l'usine, était bordée de pommiers et de poiriers. L'usine de Francières avait sa propre école, ouverte avant 1914. Privée au départ, elle deviendra laïque le 17 juillet 1930. Lorsque nous étions petits, on nous a appris qu'il fallait enlever sa casquette lorsque l'on rencontrait Monsieur ou Madame Benoît. Des bruits couraient depuis longtemps sur une éventuelle fermeture, mais l'on n'y croyait pas. L'usine ferme ses portes en 1969. La cheminée de Francières ne fumera plus jamais.